Il est 17h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une de l'actualité. Ça va changer vite et fort. La colère d'Emmanuel Macron contre la lenteur de la campagne de vaccination. Le président tape du poing sur la table, c'est ce que nous fait savoir l'Elysée. Le gouvernement a décidé d'accélérer les opérations. On en parlera dans un instant avec Elisa Bertolové. Internautes et élus choqués suite à la première sortie officielle de Miss France. C'est dans un centre commercial de Moselle plein à craquer qu'Amandine Petit a inauguré son règne hier. Scène déroutante en pleine pandémie et alors que de nombreux lieux de culture notamment restent fermés. Environ 400 personnes ont participé à une marche en hommage à Cédric Chouviat cet après-midi à Paris. Ce livreur mort il y a un an, jour pour jour après un contrôle de police. Sa famille redemande la suspension des 4 policiers mis en cause. 5 soldats français tués en une semaine à peine au Mali. 2 soldats ont été tués et un 3e blessé hier dans le nord-est du pays dans une attaque à l'engin explosif improvisé. Parmi eux figure Yvonne Huyn. C'est la première femme tuée au combat au Sahel. Pas à la hauteur des Français, ça doit changer vite et fort. Nous sommes sur un rythme de promenade en famille. La colère d'Emmanuel Macron contre la lenteur de la campagne de vaccination en France. Une lenteur que le président estime désormais injustifiée selon les indiscrétions du journal du dimanche. Guillaume Marquis. Ils veulent prendre les choses en main. Certains élus dénoncent un rythme trop lent de la vaccination. En cause, selon eux, des lourdeurs administratives. Pour se faire vacciner, il faut des autorisations avec un nombre d'exemplaires impressionnant, en essayant d'avoir l'autorisation des patients, des familles, d'un environnement particulier, on se retrouve dans des délais qui sont inadmissibles. Il faut accélérer les choses. Ce qu'il faut, c'est que dans les territoires comme les nôtres, en fait, on sache mettre la pression. Français. Accélérer la campagne vaccinale. Après son intervention télévisée, Emmanuel Macron a poussé à un nouveau coup de gueule. Nous sommes sur un rythme de promenade en famille et ce n'est à la hauteur ni du moment ni des Français. Un tempo dénoncé par le chef de l'État et partagé par de nombreux élus. Pour aller vite, certains veulent que les responsables politiques montrent l'exemple. Les Français ne veulent pas obéir, ils veulent adhérer. Je fais que demander, moi, que les politiques se vaccinent. J'ai envie qu'Olivier Véran se vaccine. Mais pas question pour le gouvernement d'être prioritaire. Les autorités veulent plutôt mettre les bouchées doubles sur la logistique, en mettant en place des centres de vaccination. Pour certains maires, pas une seconde à perdre. En 72 heures, on peut mettre en place un site avec consultation et un site avec la vaccination. On est à disposition de la population. Je pense que l'État doit l'être tout autant. Cet élu a même proposé à d'autres maires de communes voisines de s'associer pour acheter des vaccins et louer des super réfrigérateurs. Jusqu'à maintenant, 432 personnes ont été vaccinées en France. Agacés par la lenteur gouvernementale, certains maires proposent de mettre en place eux-mêmes leur campagne de vaccination de la population. C'est le cas du maire du Raincy, en Seine-Saint-Denis. C'est pas pourquoi le gouvernement, en fait, bloque ou veut gagner du temps. Gagner du temps, peut-être, il a probablement des raisons. Mais aujourd'hui, la raison qui doit l'emporter, c'est d'aider la population. Donc, je tends la main à nouveau à l'État pour que l'État puisse nous dire oui, on prend cette main. Et vous tendez la main ou vous allez le faire, ce que vous avez annoncé d'aller acheter vos doses? Je vais le faire, oui, bien sûr, je vais le faire. C'est-à-dire qu'on a pris des contacts déjà aujourd'hui pour pouvoir s'organiser. Moi, j'ai une ville de 15 000 habitants. On est sur un territoire de 400 000 habitants et on a tout loisir de pouvoir, quand je dis tout loisir, toute capacité de pouvoir acheter ces vaccins. Et depuis hier, les soignants de plus de 50 ans peuvent se faire vacciner. Une petite centaine l'ont fait hier à Paris. Objectif, se protéger et montrer l'exemple. Clémence Renard est devant l'Hôtel-Dieu à Paris. Ce que nous disent les soignants que l'on a pu rencontrer depuis tout à l'heure, c'est qu'en se faisant vacciner, ils comptent se protéger, mais également protéger les autres. Évidemment, ce sont des personnes très exposées. Ils veulent également montrer l'exemple, notamment pour cette partie de la population sceptique vis-à-vis de ce vaccin. Et alors ici, à l'Hôtel-Dieu, on a croisé beaucoup de personnes passer cette porte des urgences. C'est ici que les soignants qui se font vacciner sont accueillis. On a également croisé beaucoup de personnes, beaucoup de soignants venus spontanément qui n'ont pas pu se faire vacciner parce qu'ils n'avaient tout simplement pas pris rendez-vous. Alors on a pu rencontrer l'une de ces soignantes chanceuses qui a pu se faire vacciner aujourd'hui. Il s'agit de Marie-Hélène Fenet, la responsable du service radiologie de l'hôpital Georges Pompidou. C'était très important pour elle de venir ici aujourd'hui. Écoutez-la. Je suis extrêmement contente que le vaccin soit disponible et je pense que chacun d'entre nous devrait se faire vacciner, professionnels de la santé, mais chacun d'entre nous, c'est-à-dire dans la vie active,
pour retrouver tous nos contacts sociaux, pour retrouver la convivialité, pour protéger notre famille. Ça ne sert à rien d'attendre. Je veux dire, si on veut reprendre une vie normale dès cet été, il faut se faire vacciner. Enfin, moi, j'en suis extrêmement convaincue. Une campagne de vaccination anticipée donc par la PHP, alors qu'Olivier Véran avait annoncé il y a quelques jours l'ouverture d'une campagne de vaccination pour les soignants de plus de 50 ans et pour ceux présentant des facteurs de comorbidité dès demain. L'objectif ici à l'Hôtel-Dieu ce week-end, c'est d'injecter 150 doses. Dès demain, les établissements de santé pivots seront dotés de vaccins dans chacun des départements, soit plus de 80 centres sur le territoire national. Et d'ici la semaine suivante, plus d'une centaine de sites seront concernés. Bonjour professeur Megarban, merci d'être avec nous sur le plateau de BFM TV. Vous êtes chef du service de réanimation médicale et toxicologique de l'hôpital Lariboisière à Paris. D'abord, concernant cette vaccination des soignants de plus de 50 ans depuis hier, c'est important de montrer l'exemple? Oui, tout à fait, c'est important à plusieurs titres. D'abord, effectivement, nous sommes exposés probablement plus que la population générale. Il y a des personnes qui ont des facteurs de morbidité, donc qui peuvent faire des formes graves. Ensuite, effectivement, c'est important aussi que la force vive qui va soigner les patients malades reste intacte et qu'il n'y ait pas d'arrêt du travail qui paralyse la prise en charge optimale des patients. Enfin, bien sûr, nous sommes tout à fait d'accord pour donner l'exemple, pour bien montrer que ce vaccin n'est ni dangereux, ni n'a d'effets secondaires, et qu'il est par contre extrêmement efficace, et c'est la seule solution qui nous permettra de sortir de l'impasse actuelle. Une solution qu'il va peut-être falloir mettre en place rapidement. En tout cas, c'est ce que l'Élysée semble faire comprendre. Emmanuel Macron qui aurait déclaré, notamment à certains de ses ministres, qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça ne fonctionne pas, cette stratégie actuelle qui a été notamment énoncée par la Haute Autorité de Santé? Alors, effectivement, il y a eu des choix initiaux qui étaient tout à fait pertinents, c'est-à-dire de vacciner en premier les personnes âgées des EHPAD. Ce sont les personnes qui avaient le plus fort risque de décès, 20% de décès si elles étaient infectées. On a vu avec la pratique que plusieurs obstacles sont apparus. Tout d'abord, l'obtention de ce consentement. Alors tout à fait. Donc il y a ce fameux consentement, qui à mon avis paraissait totalement inutile. En tout cas, il faut le demander au moment de l'acte vaccinal. Il n'y a pas la peine de mettre du temps entre le consentement et la vaccination. Il y a aussi la lenteur intrinsèque aux EHPAD qui a été probablement sous-estimée. Il y a un certain nombre de problèmes logistiques. Effectivement, il faut des congélateurs à moins 70. Les EHPAD n'en ont pas a priori. Il faut organiser la vaccination car un flacon de vaccin contient 5 doses vaccinales. Donc c'est plus compliqué à organiser que de façon individuelle. Donc tout ça fait effectivement que ça a pris du temps. De fait, nous avons, si j'ai bien compris, les vaccins, au moins 500 000. Donc, évidemment, il ne faut pas les regarder dans le congélateur. 560 000 actuellement et 500 000 chaque semaine. 1 million chaque semaine à partir de la semaine prochaine, probablement, on en aura 1 million. Donc, il faut accélérer les choses. Alors, je dirais, le choix a été porté dans un premier temps sur les personnels soignants. Pour quelle raison? À mon avis, surtout pour la facilité avec laquelle on peut organiser la vaccination. Car, évidemment, les centres hospitaliers peuvent rapidement être achalandés de vaccins. Ils ont la liste des médecins de plus de 50 ans. On a les numéros de téléphone, donc c'est très facile. On est plutôt tous OK pour se faire vacciner. Mais en fait, attention, la vraie population à vacciner, ce sont les personnes âgées de la communauté. C'est les personnes qui ont un risque de décès. Nous-mêmes soignants, nous avons très peu de risque de décès parce que d'abord, nous nous protégeons de façon efficace. Ensuite, pour la majorité, sommes plutôt en bonne santé. Donc c'est le ciblage des populations à vacciner qui peut poser problème? Non, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire, en fait, c'est un choix qui a été fait parce qu'effectivement, c'est plus difficile d'organiser la vaccination des personnes âgées, mais c'est ça l'objectif, en fait. Donc il faut très vite, à mon sens, ouvrir des centres de vaccination délocalisés avec les mairies pour pouvoir rapidement accéder à la population et faire une vaccination de masse, supprimer cette préconsultation à distance du vrai acte vaccinal pour faciliter les choses, évidemment communiquer de façon très claire, parce que là c'est un peu confus, et très probablement, on va avancer. Donc je ne suis pas du tout pessimiste sur la suite, mais effectivement, il est temps d'avancer.
Un coup d'œil à présent sur les derniers chiffres du Covid en France selon Santé publique France. Ils sont en légère hausse. 2632 personnes en réanimation, dont 101 nouvelles entrées hier. 157 décès à l'hôpital en 24 heures. 24 458 personnes hospitalisées, dont 646 nouvelles entrées en 24 heures. Et le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, note ce dimanche que les indicateurs clés de suivi de l'épidémie s'aggravent avant même l'arrivée ou non des effets des fêtes de fin d'année. Et à ce rythme-là, nous y serons encore dans 5000 ans, dit aujourd'hui dans Le Parisien William Dab, cet épidémiologiste et professeur de médecine. Olivier Véran conseillait lui encore mardi soir de ne pas confondre vitesse et précipitation. Le ministre de la Santé qui a radicalement depuis changé de ton. Elisa Bertholomé, preuve du changement de cap. Le ministre de la Santé a réuni cet après-midi par visioconférence tous les directeurs généraux des ARS, les agences régionales de santé, et de l'assurance maladie. Oui, c'est le moyen d'illustrer symboliquement cette accélération du calendrier de la campagne vaccinale. Il faut se rappeler qu'elle a été lancée il y a une semaine seulement, dimanche dernier, mais déjà il y a eu de premiers ajustements. D'abord, les personnels soignants de plus de 50 ans peuvent se faire vacciner dès ce week-end. Ce n'était pas prévu initialement. Ensuite, autre ajustement, d'ici fin janvier, on pourra ouvrir des grands centres de vaccination. Le gouvernement s'y refusait jusqu'à présent. Il avait encore en tête le précédent de 2009 avec la grippe H1N1. Des centres avaient été mis en place. Ils étaient restés désespérément vides. Et puis donc cette réunion cet après-midi pour mobiliser les ARS, car déjà de nouvelles questions se posent. Est-ce qu'il faut vraiment injecter 2 doses de vaccin? Est-ce qu'il faut que les pharmacies puissent aussi vacciner? Est-ce qu'il faut vraiment demander des consentements écrits? Voilà notamment quelques-unes des questions. Au-delà de ces dispositions pratiques, l'accélération, elle est avant tout politique. Jeudi, lors de ses vœux devant les Français, Emmanuel Macron a fustigé les lenteurs injustifiées. Dans le JDD ce matin, de manière indirecte, il fait de nouveau connaître son mécontentement. Ceci, c'est pour répondre aux critiques sur la lenteur de la campagne vaccinale. Dire à des Français assez récalcitrants qu'on les entend, on entend aussi leurs remarques et leurs réflexions, alors qu'en France, on est à quelques centaines de personnes vaccinées quand on compare avec les autres pays européens où on en est déjà à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers. Le gouvernement, lui, continue de justifier sa stratégie, cette prudence pour ne pas brusquer l'opinion publique, mais en même temps, tout l'appareil d'État et l'administration sont mis au banc pour rattraper le retard engrangé, notamment vis-à-vis de l'Allemagne. Selon nos informations, lors d'un conseil de défense il y a quelques semaines, le chef de l'État s'inquiétait de ce risque de décalage avec l'Allemagne. Il faut faire en sorte que ce soit le plus faible possible. On n'y est pas, constate un poids lourd du gouvernement qui a bien conscience du défi qui s'annonce. On va devoir gérer le décalage politique dans les prochaines semaines. L'objectif, c'est d'avoir recollé avec l'Allemagne à la fin du mois de janvier. Merci beaucoup, Elisa, pour toutes ces précisions. On voulait aussi vous montrer ce dimanche ces images qui interpellent. Ça se passe lors d'une séance de dédicace de la nouvelle Miss France dans un centre commercial en Moselle. Et on y voit des personnes, certes masquées, mais serrées les unes contre les autres. Vous le voyez, pas de respect de distanciation entre les personnes. Problème visiblement d'organisation. Des images qui entraînent de nombreuses critiques, notamment sur les réseaux sociaux. On écoute également la réaction du professeur Megarban à propos de ces images. On pourrait faire mieux. Malgré tout, lorsque l'on ne peut pas respecter la distanciation sociale, c'est là où il faut mettre le masque. Donc je dirais ici, le risque quand même de transmission du virus est extrêmement faible, puisque les personnes ont mis un masque. Alors effectivement, il ne faut pas se toucher, sinon c'est se laver les mains aux solutions hydroalcooliques, mais malgré tout, le risque ici est faible. Mais c'est vrai qu'il aurait fallu mieux organiser les choses. Ça interpelle aussi parce que les théâtres, les musées, les restaurants, les cafés, les cinémas sont fermés et on voit ce genre de scène autorisée dans un centre commercial. Alors, on va dire à nouveau, les théâtres, les cinémas ne sont pas des lieux de contamination. C'est la vie sociale autour qui pourrait exposer un risque de contamination. Les restaurants et les bars, il faut être un peu plus réservé parce que là, justement, on est proche et on enlève le masque. Mais lorsqu'on est proche et qu'on met le masque, il n'y a pas de risque de contamination. D'ailleurs, nous-mêmes, à l'hôpital, nous nous rapprochons à quelques centimètres des patients qui sont infectés, qui émettent du virus et on n'est pas contaminé. Et on le disait il y a un instant, le gouvernement guette désormais un rebond épidémique après les fêtes. Des épidémiologistes et collectifs de parents d'élèves interpellent, eux, le gouvernement pour demander un report de quelques jours de la rentrée des classes prévue demain. L'Allemagne et l'Angleterre ont choisi par exemple de reporter leur rentrée scolaire. On retrouve notre correspondante à Londres, Laure Van Ruymbeck. Le gouvernement britannique a repoussé la rentrée de certains élèves en Angleterre.
Oui, pour tous les élèves des écoles primaires de Londres, comme celle qui est derrière moi, et puis pour certains élèves des écoles primaires du sud-est de l'Angleterre, la rentrée n'aura pas lieu demain, mais dans 2 semaines. Tout ça, c'est à cause du nouveau variant du coronavirus qui a commencé à se propager dans ces régions et qui continue de faire des ravages considérables. À Londres surtout, la situation dans les hôpitaux est catastrophique. Il n'y a tout simplement plus de place. Mais ce variant, disent les syndicats, il circule partout. Donc toutes les écoles d'Angleterre devraient fermer. C'est ce qu'ils demandent au gouvernement. Et surtout qu'on vient d'apprendre les nouveaux chiffres. Pour la 6e journée consécutive, il y a eu plus de 50 000 cas testés positifs au coronavirus lors des dernières 24 heures. C'est énorme. Et il y a une demi-heure, un petit peu plus, le leader du Parti travailliste, Keir Starmer, a demandé carrément qu'un nouveau confinement soit mis en place dans les 24 prochaines heures. Donc on n'a pas de réaction pour l'instant du gouvernement, mais ce qu'a dit le Premier ministre Boris Johnson ce matin à la BBC, c'est qu'il n'exclut pas de prendre des mesures plus fortes dans les semaines à venir, a-t-il dit, mais pour l'instant pas question de fermer le reste des écoles en Angleterre. Pour lui, il n'a aucun doute, elles sont sûres, et il demande vraiment aux parents d'emmener leurs enfants à l'école lorsque celles-ci sont ouvertes, donc dès demain. Et puis demain, il y a également la campagne de vaccination qui va commencer pour le vaccin Oxford AstraZeneca, qui va considérablement accélérer cette vaccination. Et grâce à ce vaccin, le Premier ministre Boris Johnson entend bien marquer des points. Merci beaucoup Laure Van Ruynbeek, correspondante de BFM TV à Londres. Alors on voit ce qui se passe chez nos voisins, notamment pour les élèves londoniens. Aurait-il fallu repousser la rentrée en France? Écoutez la réponse du professeur Megarben. Alors à nouveau, je ne suis pas pédiatre, mais néanmoins je me base sur les recommandations des pédiatres infectiologues. Donc effectivement, ce nouveau variant britannique a la capacité de se propager plus rapidement et d'infecter plus facilement les enfants. Donc de fait, effectivement, on va augmenter le nombre de personnes infectées, on va augmenter le nombre d'enfants infectés. Pour autant, il n'y a pas plus de virulence, c'est-à-dire ça n'est pas responsable de formes plus graves en pourcentage. Il est parfaitement prévenu par les mesures barrières, le port du masque, et le vaccin couvre et le protège lorsqu'on est vacciné. Donc effectivement, a priori, il n'y a pas de raison de plus s'inquiéter. Si on applique parfaitement les protocoles sanitaires prévus, il n'y a aucune raison de fermer les écoles ou de garder les enfants à la maison. Malgré tout, effectivement, il faut veiller à ce que cette souche ne se répande pas trop, car effectivement, si le nombre de personnes infectées par cette souche augmentait, mathématiquement, le nombre de personnes gravement infectées augmenterait. Mais à nouveau, en pourcentage de risque, le risque est équivalent à la souche actuelle. Également dans l'actualité, c'était il y a tout juste 1 an, la mort de Cédric Chouviat, livreur de 42 ans, lors d'un contrôle policier en plein Paris. Une marche blanche a eu lieu aujourd'hui jusqu'au quai Branly, là où le contrôle avait eu lieu. Environ 400 personnes étaient rassemblées. La famille a demandé de nouveau la suspension des 4 policiers mis en cause. Arié Halimi, l'avocat de la famille, était sur notre plateau à la mi-journée. Ce qui nous chagrine beaucoup, c'est la parole de l'État. C'est la parole du ministère de l'Intérieur. Si vous vous souvenez bien, dès le départ, il y avait un mensonge, celui de la préfecture de police qui avait annoncé à vos confrères et à vous que Cédric Chouviat était mort d'un simple malaise cardiaque. Le deuxième mensonge, c'est celui qui consistait à dire que la clé d'étranglement, celle qui a tué Cédric Chouviat, serait également abolie. Là aussi, la clé d'étranglement continue à être enseignée dans les écoles. Le troisième mensonge, c'est celui de consister à ne pas suspendre des fonctionnaires de police. Aujourd'hui, ils sont toujours dans la rue, ils sont toujours avec leurs armes de service et ils continuent à exercer alors qu'ils ont tué Cédric Chouviat. À l'étranger, la force anti-djihadiste française Barkhane a été de nouveau mortellement frappée au Mali. 2 soldats, dont une femme, ont succombé hier à une attaque à l'engin explosif artisanal après la mort de 3 militaires lundi dans des circonstances similaires. Le sergent Yvonne Huynh, première femme tuée en opération au Sahel, et le brigadier Loïc Risser, tous deux issus du 2e régiment de hussards de Haguenau. Un coup dur pour l'armée française. Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées, était avec nous tout à l'heure. Pourquoi on est au Sahel? En 2012, des groupes djihadistes terroristes fondaient sur Bamako et menaçaient de déstabiliser le pays qui alors serait tombé dans le chaos. Les autorités maliennes souveraines ont demandé l'aide des forces armées françaises pour combattre le terrorisme. Ça a été le début de l'opération Serval d'abord en 2013, puis Barkhane à partir de 2014. Aujourd'hui, Barkhane, c'est 5100 militaires français qui luttent contre les groupes armés terroristes au Mali et dans toute la bande sahélienne. Comment sont morts précisément ces 2 soldats français et quelle était leur mission sur place?
Le sergent Yvonne Huynh et le brigadier Loïc Risser faisaient partie du 2e régiment de hussards de Haguenau. Les hussards et le 2e régiment de hussards de Haguenau sont spécialisés dans la reconnaissance et le renseignement. Donc concrètement, ils étaient à bord d'un véhicule blindé et se rendaient au contact de la population, des chefs villageois, pour comprendre, analyser la situation sur place et ensuite orienter les actions combattantes de Barkhane. Les engins explosifs, les IED, ces engins explosifs artisanaux, c'est désormais le principal danger. C'est un danger récurrent qu'on voit de plus en plus sur un théâtre comme Barkhane. Je dirais que c'est l'arme du lâche. Nous avons de très nombreux succès tactiques avec la force Barkhane. Il y a eu beaucoup de chefs terroristes qui ont été neutralisés, beaucoup de djihadistes qui ont été neutralisés. La réponse de ces groupes djihadistes, c'est une réponse sournoise, pernicieuse, qui est d'enfouir sous des pistes, sous du sable, des engins explosifs, des mines artisanales qui ensuite explosent au passage des véhicules blindés. Alors, on le disait, parmi les 2 dernières victimes, il y a donc le sergent Yvonne Huynh. C'est la première femme qui a été tuée en opération extérieure au Sahel. Alors, l'honnêteté commande de dire que c'est la première femme qui a été tuée au Sahel et effectivement que 4 autres femmes avaient déjà été tuées, trouvé la mort en opération extérieure depuis les années 60 dans les Balkans et au Sinaï. Il y a à peu près 10% de femmes dans l'opération Barkhane, donc nous avons des personnels féminins qui sont déployés, elles font le même métier que les hommes. Évidemment, ça prend une résonance particulière, mais le sergent Yvonne Huynh était un soldat comme les autres, qui a fait son travail jusqu'au bout et qui a donné son sacrifice ultime pour notre liberté. Concernant le bilan sur place, Hervé Grandjean, ça fait presque 8 ans que la France est engagée au Sahel. Est-ce qu'il y a une forme d'enlisement? On n'a jamais dit que ce combat serait facile. On n'a jamais non plus dit que la solution serait seulement militaire. J'ai rappelé les raisons pour lesquelles on était déployé à Barkhane aujourd'hui. Si on est toujours dans la bande sahélo-saharienne aujourd'hui, c'est parce que les autorités des États africains dont on parle, Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad, nous le demandent. C'est la raison pour laquelle nous restons. Et la deuxième raison, c'est que en faisant cela, en luttant contre le chaos en Afrique, on lutte aussi pour notre sécurité en France et en Europe. Donc je dirais pas qu'il y a eu d'enlisement, il y a eu beaucoup de succès tactiques, beaucoup de chefs terroristes qui ont été neutralisés, des coups très rudes qui ont été portés. La guerre n'est pas facile. Il y a eu 600 soldats supplémentaires l'année dernière qui portent donc cette force anti-djihadiste française Barkhane à 5100 personnes. Est-ce que ce contingent est appelé à continuer d'augmenter ou au contraire peut-être à être réduit ? Par essence, un dispositif militaire, il est évolu, il s'adapte à la menace. Le président de la République avait décidé en janvier 2020, lors du sommet de Pau, d'avoir une action toute particulière sur la zone des 3 frontières, entre Mali, Niger et Burkina Faso, avec ce renfort de 600 soldats que vous évoquez, et qui a donné des résultats. La question de savoir s'il faut adapter ce dispositif, eh bien, viendra naturellement quand on aura tiré un bilan de l'opération et de ce renfort des 600 soldats dans les mois à venir, et il reviendra au président de la République de prendre les décisions qui s'imposent. Ne manquez pas ce rendez-vous ce soir sur BFM TV. Corée du Nord, immersion en zone interdite. Un document en ligne rouge à retrouver sur notre antenne dès 21h. Avec Ulysse Gosset, donc, qui est parti en Corée du Nord. Une grande partie du pays est en vigilance jaune pour neige et verglas. Images de flocons et de neige regardez en Loire-Atlantique, en Haute-Vienne ou encore en Vendée ou à Châlons. Certains attendaient cette neige avec impatience depuis pas mal de temps. Bah ça fait plaisir, ça fait longtemps. Ouais. Puis c'est beau de sortir sous la neige, j'adore ça. Je vais avoir 4 ans la première fois que j'ai dû en voir. Ici, ouais. J'étais toute petite, on jouait avec papa. Moi j'en ai vu qu'une seule fois. Ouais. Une fois, c'était quand on habitait ici. Ouais, mais c'est tout léger. Bah il y avait même pas, ça faisait pas comme ça pleuvait pas. Enfin pleuvait pas, ça neigeait pas. 17h24, restez avec nous dans un instant sur BFM TV. La colère d'Emmanuel Macron. L'Élysée fait savoir que le président a tapé du poing sur la table concernant la vaccination. Ça doit changer vite et fort, estime le chef de l'État. L'exécutif promet d'accélérer la cadence. Vivement qu'on ne voit plus ce logo. Cette appli, personne n'a envie de la subir. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à nous en débarrasser. Comment ? Plus vous êtes nombreux à l'utiliser, plus elle est efficace contre le virus. Et donc plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid. Ceci est un message du gouvernement. Découvrez l'alliance parfaite d'arômes incomparables. Capturez dans chaque capsule leur espresso aluminium. L'or, sans doute le meilleur café du monde.
Abonnez-vous au pass Uber Eats et profitez des frais de livraison offerts en illimité. En ce moment, le premier mois d'essai est gratuit. Pour voyager en toute sérénité, partez en camping-car. Partez et découvrez une nouvelle liberté. Allez où vous voulez, avec tout le confort à bord, en famille, entre vous, en préservant votre sécurité sanitaire. Voyager en camping-car, en van ou en fourgon aménagé, c'est profiter à fond de vos loisirs. En étant chez vous, partout. Oui, le camping-car, c'est la meilleure idée pour une vraie liberté. Choisir une nouvelle voiture, c'est amusant. Il y a toujours quelqu'un pour vous accompagner. Mais quand il s'agit de choisir la bonne assurance auto, on se retrouve souvent tout seul. Tout va bien. Avec les Furets, on vous accompagne pour trouver l'offre qui vous convient. On peut toujours compter sur lesfurets.com. Ouais, il fait bon chez toi, hein? Ouais. J'ai fait des travaux de rénovation énergétique. Toi? Bah oui, moi, je suis allé sur EFI, j'ai eu un conseiller, il m'a recommandé un artisan local, j'ai obtenu mes aides et j'ai fait des économies. Yes! Ouais, mais toi, t'as rien fait? Bien sûr que si. Arrête, j'ai rien fait. J'ai ouvert mon ordi et après... Et? Pour vos travaux de rénovation énergétique, allez sur EFI.fr. EFI, gardez votre énergie. Quand vous découvrez vos frais bancaires... Et hop, je change de banque. Changez pour la banque la moins chère. Accédez aussi à tous nos autres produits. Et en ce moment, 80 € offerts à l'ouverture du compte. Fortunéo, c'est pour ça que j'aime ma banque. Se ressourcer à l'infini. La météo avec La Plagne. La fin des vacances sous la neige. Pour certains d'entre vous, regardez cette webcam de l'autoroute A31 dans la région de Langres. C'était ce dimanche après-midi. Il est tombé dans la région un peu plus de 3 cm de neige. Et ce n'est qu'un début pour certains d'entre vous parce que le début de la semaine s'annonce toujours aussi froid avec un flux de nord-nord-est qui permet aux températures de baisser et donc à la neige de tomber. Ce sera le cas sur de très nombreuses régions au nord de la Loire ce lundi matin avec beaucoup de nuages, des flocons qui virevolteront et qui permettront d'apporter 1 à 2 cm de neige au sol dans certains endroits, notamment sur les hauteurs. Attention à vos conditions de circulation, bien sûr. Et puis matin comme après-midi aussi, quelques chutes de neige à très basse altitude sur le sud Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, mais également la région de Nîmes. Dans l'intérieur des terres, ça pourrait déposer 1 à 3 cm de neige, nous dit Météo France. Attention là aussi si vous vous trouvez dans ce secteur. Pour lundi après-midi, sinon, on a quand même une belle petite poche ici ensoleillée qui va se dessiner entre le golfe du Lion et le Limousin. Et puis toujours ces chutes de neige également à surveiller, notamment en Corse avec un risque d'avalanche matin comme après-midi très élevé. Prudence une nouvelle fois dans la région. La masse d'air, elle est complètement bleue, très peu de changements ici sur l'Europe de l'Ouest. Une masse d'air donc froide puissante qui arrive à gagner jusqu'à l'Afrique du Nord. Résultat des températures très froides ce lundi matin pour Aurillac avec moins 7 degrés annoncés, moins 1 degré aussi ici le long des côtes de la Manche. Des températures qui seront donc négatives, y compris sur le littoral. Et puis dans l'après-midi, on retrouvera toujours de la douceur sur l'île de Beauté, en plaine, avec 11 degrés pour Bastia, seulement 1 degré à Aurillac, 3 degrés pour Paris ou encore pour Lille. Rapidement, les 2 prochains jours, ça restera très hivernal avec encore quelques flocons de neige sur les régions du nord, mais également en vallée du Rhône. Et puis pour la journée de mercredi, très peu de changements, des nuages, quelques flocons de neige et des températures qui seront très très froides au nord comme au sud. La météo vous a été présentée par La Plagne. Il est presque 17h30 sur BFM TV. À la une de l'actualité, non à un nouveau fiasco après celui des masques et du dépistage anti-Covid. Emmanuel Macron est en colère. Selon des informations du journal du dimanche, le président souhaite que la stratégie de vaccination française change vite et fort pour être à la hauteur du moment et des Français. Actuellement, seuls 432 Français ont été vaccinés. Une première sortie pour Miss France qui fait beaucoup parler. Lors d'une séance de dédicace dans un centre commercial en Moselle, des personnes se sont entassées les unes contre les autres avec les masques, mais sans respecter les distances nécessaires. Un an jour pour jour après le décès de Cédric Chouviat, environ 400 personnes ont participé cet après-midi à une marche blanche à Paris. Le livreur de 42 ans est mort après un contrôle policier sur le quai Branly, près de la Tour Eiffel. Sa famille réclame toujours justice. Nous entendons la mère de Cédric Chouviat.
Et puis une grande partie du pays est en vigilance jaune pour neige, verglas, des averses et de la neige cet après-midi, notamment sur le Finistère Nord. Des sols qui blanchissent temporairement, de la neige également entre le Grand Est et le Massif central, mais aussi entre la Vendée et la Loire-Atlantique. Masques, dépistage, comment éviter maintenant que la vaccination anti-Covid ne soit un nouvel échec? Seules 432 personnes ont été vaccinées à ce jour en France. L'Élysée nous informe qu'Emmanuel Macron, agacé par la lenteur de la stratégie actuelle, ni à la hauteur du moment ni des Français, demande en privé à changer de braquet vite et fort. Et on atteste le changement de discours d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, appelle à la mesure mardi contre réunion stratégique cet après-midi avec les patrons des agences régionales de santé et de l'assurance maladie. Hier déjà, le ministre de la Santé a annoncé l'anticipation de presque un mois de la vaccination des personnels de santé libéraux de plus de 50 ans. Illustration à l'Hôtel-Dieu à Paris, Marion Bordier. Alain Cariou a 55 ans. Il est anesthésiste réanimateur à l'hôpital Cochin. Et ce samedi, il fait partie des premiers personnels des hôpitaux de Paris à se faire vacciner contre le Covid-19. Chaque fois qu'un professionnel s'expose et est contaminé, eh bien sûr, il se met en danger à titre individuel et il met aussi en danger notre organisation, nos organisations de soins, en se rendant indisponible pour la poursuite de son activité. Toutes les personnes d'au moins 50 ans travaillant au contact des patients pourront accéder à la vaccination. Un processus qui doit se faire dans les plus brefs délais. On a reçu plus de 100 coups de téléphone en quelques heures de professionnels de santé qui souhaitent se faire vacciner. Donc il y a un élan vaccinal, il faut absolument pouvoir y répondre et y répondre très vite. Face à l'hostilité des Français à se faire vacciner, le personnel de santé tente toujours de convaincre. Contre ce virus, on n'a pas d'autres solutions. C'est un virus. On a très peu d'antiviraux. La meilleure chose, c'est le vaccin. Franchement, je suis convaincue et je n'ai aucun doute. Une dizaine de nouveaux sites de vaccination devraient voir le jour dans d'autres établissements parisiens d'ici la semaine prochaine. Professeur Bruno Megarban, vous êtes avec nous en plateau, chef du service de réanimation médicale et toxicologique à l'hôpital Lariboisière à Paris. En quoi est-ce important aujourd'hui, par exemple, de vacciner les soignants de plus de 50 ans? Peut-être que de nombreux plus jeunes sont aussi volontaires pour le faire. Oui, il fallait bien commencer par un groupe. Effectivement, nous prenons des risques car nous sommes en contact avec des personnes contagieuses. Par ailleurs, si jamais nous tombions malades, ceci pourrait poser des problèmes pour le fonctionnement de service. On l'a vu dans un certain nombre d'hôpitaux. Il a fallu faire travailler des personnels porteurs du virus, certes asymptomatiques, mais néanmoins porteurs. Et donc, effectivement, nous représentons un groupe de personnes qu'il faut vacciner en priorité. Alors, il est vrai que nous sommes facilement mobilisables, nous sommes quasiment tous volontaires pour nous faire vacciner. Il y aura très peu de problèmes de logistique puisque les congélateurs existent dans les centres hospitaliers. Donc, on peut lancer les choses immédiatement plutôt que de regarder les doses vaccinales dans un congélateur quelque part sans y toucher, car malheureusement, de fait, on a été mis en face d'une certaine lenteur d'organisation dans les EHPAD qui était probablement prévisible, mais avec laquelle on ne peut pas faire différemment. Et donc, aurait effectivement, pu être lent aussi pour les personnels soignants, parce qu'initialement, Olivier Véran prévoyait de vous vacciner uniquement à partir de fin janvier. Oui, tout à fait. Mais comme on dispose désormais des doses vaccinales, donc 500 000 aujourd'hui, dès la semaine prochaine 1 million, donc autant vacciner rapidement un certain nombre de personnes. Il est plus simple de mobiliser les soignants pour les vacciner que les personnes âgées de la communauté qui malgré tout doivent rester la cible prioritaire. Donc évidemment, il faut très rapidement mettre en place des centres de vaccination au niveau local, donc probablement au niveau des mairies, pour pouvoir vacciner les personnes âgées, car c'est elles qui décèdent, c'est pas nous. Nous avons quand même très peu de risques de décéder. Le journal du dimanche nous fait savoir que le président tape du poing sur la table. Il voudrait que ça aille beaucoup plus vite. Ça doit changer vite et fort, a dit Emmanuel Macron. Nous sommes sur un rythme de promenade en famille. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que pense le chef de l'État qui veut rectifier le tir? Mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, on ne peut pas envisager de rester sur ce rythme. Les calculs laissent penser qu'il faudrait 3000 ans pour être vacciné. Mais je suis confiant. Je crois qu'effectivement, les choses vont s'accélérer. Il fallait évidemment mettre en place le processus. Mais on s'est trompé de stratégie au départ ou... Non, je ne crois pas. La stratégie était pertinente. D'ailleurs, tous les médecins interrogés ont donné leur accord sur la stratégie de l'HAS, c'est-à-dire vacciner en priorité les personnes fragiles. Et ceux qui sont ultimement fragiles, c'est
ceux qui habitent en EHPAD, un risque de décès de 20% s'ils sont touchés par la Covid-19. Mais c'est vrai que les lenteurs administratives, les lenteurs de l'organisation se sont révélées plus importantes que prévu. Donc là, il faut changer un tout petit peu, s'adapter à la réalité et avancer. Venons-en au point sur l'épidémie de Covid-19 en France. Le nombre de nouveaux cas n'étant pas significatif en ce week-end de retour de vacances. On se concentre sur la situation à l'hôpital. Vous le voyez, plus de 2600 personnes sont actuellement en réanimation selon Santé publique France, avec 101 nouvelles admissions. Ce sont 157 personnes qui sont mortes ces dernières 24 heures à l'hôpital et près de 25 000 hospitalisés à ce jour, avec 650 nouvelles entrées environ ces dernières 24 heures. Alors il va falloir encore attendre un petit peu, quelques jours pour voir les effets de ces fêtes sur la courbe de l'épidémie. Pendant ce temps, les opérations de dépistage se poursuivent, notamment pour ce dimanche de retour de vacances. C'est le cas au péage de Fleury-en-Bière. Beaucoup d'automobilistes se sont fait tester, comme l'a constaté Laura Tapiro. Ce dimanche, c'est la première opération de dépistage sur une autoroute et il y avait du monde pour se faire tester. Alors comment ça se passe ici? Regardez, c'est très simple. On va vous montrer. Donc vous passez le péage de Fleury-en-Bière sur la 6 dans le sens province-Paris. Vous allez ensuite voir cette affiche, consultation et dépistage Covid-19. On va donc ensuite vous demander si vous désirez vous faire tester. Évidemment, vous avez le droit de refuser. Si vous acceptez, vous allez être directement redirigé dans cette gendarmerie qui a été justement aménagée pour le dispositif. On va vous faire remplir des papiers, vous demandez votre consentement, c'est obligatoire. Ou si vous avez par exemple des symptômes, vous vous faites ensuite tester via un test antigénique. Donc pour rappel, le test antigénique, c'est ce fameux test qui permet d'avoir des résultats en 20 minutes. Une fois le test effectué, vous attendez dans votre voiture et quand les résultats sont prêts, le personnel de la PHP vient à votre rencontre, vous donne vos résultats. Si c'est négatif, vous pourrez reprendre la route en toute sécurité. Si c'est positif, on vous donnera un papier où il sera indiqué que d'ici quelques jours, l'assurance maladie va prendre contact avec vous et on vous donnera également une brochure qui vous indique comment bien s'isoler quand on est positif. L'objectif aujourd'hui, c'est de tester un maximum de gens possibles qui rentrent de vacances, car on le sait, avec les fêtes de fin d'année, certains sont partis voir de la famille ou encore des amis et ça a été parfois difficile de bien respecter les gestes barrières. Donc voilà, pour la rentrée, pour reprendre le travail ou l'école, on se teste aujourd'hui, mais également dans le but de ne pas possiblement propager le virus dans des départements, des régions où il ne circule pas vraiment fortement. Enfin, sachez qu'ici à ce péage, on peut réaliser jusqu'à 600 tests Covid. Également dans l'actualité, ce sacre de la Miss France 2021, décidément bien troublé. Amandine Petit, qui n'était pas de tout repos après une rapide prise de position en soutien à sa première dauphine, visée par des injures à caractère antisémite. C'est désormais sa première sortie officielle qui continue de l'exposer. Regardez ces images d'internautes. Amandine Petit qui a inauguré hier après-midi son règne par une visite et séance de dédicace dans un centre commercial de Moselle où, bien que masquées, des centaines de personnes, on l'a vu, elles se sont attroupées pour la voir. Une scène qui a choqué de nombreux internautes et élus en pleine épidémie de Covid et alors que de nombreux événements sont annulés et lieux de culture et de loisirs fermés. Une situation qui va à l'encontre du bon sens selon Christophe Arendt. Il est député La République En Marche de la Moselle. Sa circonscription abrite ce centre commercial. Ma réponse, c'est une question. Est-ce que c'est du bon sens, après 9 mois de restrictions, de sevrage, de culture, de restaurants, d'animation, de proposer un 2 janvier, alors qu'on sait très bien qu'on vient de resserrer tour de vis avec un couvre-feu à 19h, d'organiser la venue de Miss France dans un centre commercial. Et d'ailleurs, sur l'organisation, est-ce que vous avez des précisions? Ça s'est passé dans votre circonscription. Est-ce que vous savez si c'est le centre commercial qui a organisé cette séance de dédicace, si c'est le comité Miss France? Alors, j'imagine que c'est une interaction entre ces deux entités et j'imagine aussi facilement que ça part d'une bonne volonté et que très rapidement, l'un et l'autre peuvent se retrouver dépassés par l'ampleur que prend cet événement. Mais encore une fois, est-ce que c'est étonnant lorsqu'on organise ça alors que les gens sont sevrés de culture, sont sevrés de beaucoup d'animations et que c'est le jour même où on remet en place un couvre-feu à 18h dans le département de la Moselle? Pour vous, il y a eu un manque d'anticipation, également un manque de bon sens. On le comprend, on voit tout de même sur les images de ces internautes que tous les participants portaient bien des masques, que la Miss France également en portait, même si elle a enlevé après, mais qu'elle était derrière un plexiglas protégé des personnes qui venaient demander des dédicaces. Tout de même, on voit qu'il y a un rassemblement très massif, pas de distance de sécurité entre les personnes. Est-ce que ça pose problème pour vous ?
Alors là, vous interpellez le professionnel de la santé que j'étais et j'ai une ligne de conduite qui est très stricte depuis 9 mois. Le masque sans la distanciation est beaucoup moins efficace qu'en maintenant la distanciation. Donc le masque, c'est très bien, mais le masque sans distanciation, ça ne suffit pas. Il faut respecter absolument, en plus du masque, la distanciation sociale. Donc il y a un vrai risque dans ces images que vous voyez. Évidemment qu'il y a un risque. On ne va pas rentrer dans le détail technique de ce que sont ces masques chirurgicaux ou ces masques en tissu que portent la plupart des gens, qui sont des masques dits expiratoires. Ils ne filtrent en aucun cas l'air que vous inspirez. Ça veut dire qu'il faudra donc s'isoler et adopter des mesures donc, dans les prochains jours pour toutes ces personnes ? Écoutez, ces personnes doivent, à mon avis, être considérées. Alors, moi, je comprends les situations et je jette la pierre à aucun d'entre eux. Je dis juste que j'appelle à la responsabilité et que c'est difficile en tant que citoyen de se comporter de manière responsable lorsque les choses ont l'air autorisées et normées. Il aurait fallu organiser vraiment la distanciation, le respect marqué au sol et après se dire que oui, eh ben, dans un événement comme ça, il y a de fortes chances que l'on soit dépassé en tant qu'organisateur. La fin des vacances de Noël ce dimanche et cette question, après de possibles contacts à risque sanitaire, fallait-il décaler la rentrée? Oui, pour certains épidémiologistes et parents d'élèves, inquiets notamment du nouveau variant britannique du virus et d'une potentielle troisième vague, pas justifié en revanche selon certains personnels de santé. Antoine Colombani. Pas question de fermer les écoles en France, affirme Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Une position ferme face aux demandes de plusieurs acteurs du monde éducatif de ne pas assurer la rentrée. Compte tenu de la reprise épidémique ainsi que de l'incertitude énorme concernant la variante, nous demandons que les écoles ne rouvrent pas. À ce jour, aucun enfant français n'a encore été diagnostiqué positif au variant anglais du virus. Et aucune donnée ne permet non plus d'affirmer qu'ils y seraient plus sensibles que le reste de la population. Il n'est pas question à ce stade-là, à notre sens, alors que le risque n'est pas avéré en France, de fermer les écoles. On va les fermer combien de temps? Une semaine, 15 jours, 1 mois, 3 mois? Ce variant va pouvoir s'installer dans le temps. Donc il faut avoir une réponse adaptée au risque et nous sommes au stade où il faut évaluer ce risque en permanence. Si on était en débordement épidémique comme c'est le cas en Grande-Bretagne, je pense que la question se poserait, mais là, ce n'est pas du tout le cas. On a plutôt une épidémie qui est sous contrôle, donc je pense qu'il faut faire attention effectivement avec le retour au travail. Et fermer les écoles, ça doit toujours être la mesure de dernier recours, donc c'est absolument pas le sujet maintenant. Une mesure d'autant moins souhaitable pour certains syndicats de parents d'élèves qu'aucun dispositif éducatif ne permettrait aujourd'hui d'assurer l'enseignement à distance. Malheureusement, on est encore dans une situation d'impréparation totale. C'est demain la rentrée. Si on doit vraiment se reconfiner par nécessité absolue. Là, actuellement, les enfants, rien n'est prêt pour que la pédagogie à distance et le suivi scolaire puissent se faire. Côté universitaire, en revanche, l'activité devrait rester très limitée. Pas plus de 10 étudiants par cours, au moins jusqu'au 20 janvier. Pas de report de la rentrée en France donc, mais en Allemagne ou en Angleterre, on a tranché, les enfants rentreront plus tard. Chez nos voisins d'outre-Rhin, par exemple, un nouveau record de décès a été atteint mercredi, avec 1129 morts du Covid en 24 heures. Conséquence, les petits Allemands ne reprendront le chemin de l'école que le 10 janvier. Les détails de Pascal Thibault, correspondant BFM TV à Berlin. Tout à fait, c'est ce qui a été prévu à la mi-décembre lorsque l'Allemagne a mis en place des mesures plus restrictives. D'abord, on a envoyé les enfants en vacances plus tôt que ce qui était prévu avant Noël. Et on a également décidé, en tout cas pour les régions pour lesquelles la rentrée scolaire aurait eu lieu demain, elle a lieu une semaine plus tard pour d'autres, et bien que cette rentrée n'aurait pas lieu en présentiel, mais qu'il y aurait du téléenseignement, ce qui fonctionne bien ou moins bien, ça dépend, car toutes les plateformes alternatives ne sont pas toujours à la hauteur, ainsi que l'équipement technique des jeunes. Et puis la question va se poser au plus tard dans 48 heures, lorsqu'il y aura de nouveau une rencontre entre Angela Merkel et les présidents de région sur une probable prolongation des mesures adoptées à la mi-décembre, prolongation qui va aussi sans doute avoir lieu pour les écoles et les jardins d'enfants. Et là aussi, de nouveau, se reposent les mêmes questions. Est-ce qu'on ferme complètement comme au printemps ou est-ce qu'on développe le téléenseignement? Est-ce qu'on fait une distinction entre les plus jeunes pour lesquels le téléenseignement est
difficilement possible en raison de leur âge, et les plus âgés. Quid des risques sanitaires? On parlait du nouveau variant en Grande-Bretagne. Une nouvelle étude à Hambourg montre aussi qu'il y aurait plus d'infections que ce que l'on pensait jusqu'à présent dans les écoles. Donc beaucoup de questions, des réponses d'ici 48 heures. Pas de reconfinement annoncé en France pour le moment en tout cas, mais 15 départements de l'Est et du Sud-Est où les taux d'incidence sont très élevés ont vu leur couvre-feu avancer à 18h hier au lieu de 20h ailleurs. Attention pour les contrevenants, vous risquez une amende de 135 € et à la 3e récidive, une peine de 6 mois d'emprisonnement est possible. Alors les forces de l'ordre ont-elles été conciliantes hier en ce premier jour de la mesure? Reportage dans le Jura de Jordan Ray, Antoine Forestier et Nicolas Badjioni. Bonsoir monsieur, gendarmerie. Voilà, vous pouvez couper le moteur s'il vous plaît. 15 minutes après le début du couvre-feu anticipé, dans cette commune du Jura, les gendarmes contrôlent les automobilistes, mais font preuve de pédagogie pour le moment. Là, on vous contrôle par rapport au couvre-feu. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Plus ou moins, oui. Plus ou moins, oui. C'est-à-dire plus ou moins. 18 heures. Ouais, tout à fait. Donc là, on va faire une preuve de pédagogie, tout simplement. Car certains reviennent de vacances. C'est vrai qu'on n'avait pas été vigilants sur le couvre-feu dans le département du Jura, parce qu'on n'est pas originaire du département du Jura. Donc on s'était calé sur un couvre-feu 20h national. Donc je remercie les agents de la gendarmerie qui nous ont bien expliqué la règle et on va veiller à la respecter maintenant. Et d'autres n'avaient tout simplement pas connaissance du couvre-feu à 18h. J'en ai entendu parler, après j'ai pas eu le temps d'en prendre connaissance. Donc je sais que ça allait se mettre en place, mais j'avais pas la date exacte. Une tolérance des gendarmes ce week-end donc, mais seulement jusqu'à 20h, l'heure du couvre-feu national. Après 20h, les gens sont censés bien connaître l'arrêté et les mesures qui sont en vigueur. Donc si des gens sont en infraction, ils seront effectivement verbalisés à partir de 20h. Sans attestation de déplacement dérogatoire, une amende de 135 € vous sera délivrée pour non-respect du couvre-feu. Et avec ce couvre-feu donc dans ces zones, comment faire par exemple ses courses quand on termine le travail à 18h? Une chose est sûre, il va falloir s'organiser différemment. On voit ça avec Adrien Portron et Maëva Komsi. Dans ce supermarché, nombreux sont les clients à remplir leur caddie. Je suis venue faire le plein comme d'habitude et suffisamment tôt pour pouvoir rentrer à 18h. Car couvre-feu oblige, après 18h, les portes du magasin seront cadenassées. Face à cette mesure coercitive, les clients sont dans l'obligation de s'adapter. Comme je finis à 18h et que le couvre-feu commence à 18h, on va décaler, on va faire un plus gros plat et puis on avisera de semaine en semaine selon comment ça va se dérouler. Entre courir pour les enfants et aller faire ses courses après le travail, je pense que oui, ça va être très très contraignant. Une contrainte de plus pour tenter de freiner le virus. Car dans la région Bourgogne-Franche-Comté, le taux d'incidence est de 214 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Loin du seuil d'alerte, fixé à 50 pour 100 000 habitants. La mesure devrait donc pousser les clients à faire davantage leurs courses le week-end. Alors ce magasin s'est adapté. En termes d'organisation, ça va nous demander d'alléger un petit peu l'ensemble de nos équipes sur la semaine pour les concentrer plutôt sur le samedi et le dimanche. Donc ça veut dire des déplacements en dehors de travail et aussi des compléments avec des étudiants et des salariés de week-end. Le couvre-feu est fixé jusqu'au 20 janvier. Mais si les indicateurs épidémiques continuent de flamber, le gouvernement n'exclut pas de prolonger la mesure. Effet combiné de la crise sanitaire et de l'arrivée du froid, de plus en plus de sans-abri se retrouvent isolés et dans le besoin. Pour leur venir en aide, les maraudes se multiplient. Nos équipes ont suivi 2 bénévoles de la protection civile, Camilla Giudice, Caroline Bertolino et Hilal El Aflei. Avant de prendre la route, Jules bénévole s'assure que rien ne manque. Bouteilles d'eau, café, soupe, sac de couchage, produits d'hygiène. La meilleure partie des chocolats. Le coffre plein à craquer, le véhicule arpente les rues du 16e arrondissement à la recherche de sans-abri isolés. On va vraiment essayer de créer une discussion, établir un réel dialogue afin de voir si tout va bien, si la santé est bonne, si le moral est bon. Enfin, il faudra leur offrir une collation, donc un café, un thé, une soupe, mais aussi des produits d'hygiène. Et dans certains cas, un sac de couchage, des vêtements, afin de pouvoir lutter contre le froid. Premier arrêt au bout de quelques minutes pour venir en aide à Franck, un sans-abri connu de la protection civile. Est-ce que vous voulez des chocolats? Non, j'ai envie un max là. Vous avez tout ce qu'il faut? Bah oui, on vous avait donné la dernière fois, c'est vrai, la grande boîte. Elle était très grosse la boîte, ouais. Le temps d'un repas chaud, une soupe aux nouilles, les bénévoles en profitent pour demander des nouvelles. Et ça va là, vous avez pas trop froid? Non. Non, ça va.
Une fois de retour dans le véhicule, le lavage de mains est un passage obligatoire. Contexte sanitaire oblige, mais pas que. Aussi parce qu'on sert de la nourriture, donc on veille aussi à ça, pour les SDF et puis pour nous. En moyenne, une vingtaine de sans-abri sont rencontrés par maraude. Parmi elles, quelques victimes collatérales du Covid-19. Et 2-3 personnes effectivement proviennent directement du Covid-19, ils ont perdu leur emploi, des emplois qui sont souvent précaires, notamment dans le BTP. En renfort du SAMU social, la protection civile propose également aux plus fragiles de passer la nuit dans des centres d'hébergement d'urgence. C'était il y a un an, jour pour jour, la mort à Paris de Cédric Chouviat, ce livreur de 42 ans, décès suite à un plaquage ventral exercé lors d'un contrôle de police quai Branly. À l'appel de sa famille et d'une soixantaine d'associations et de collectifs, une marche blanche est partie à 14h de la place de l'Uruguay, dans le 16e arrondissement, pour rejoindre le lieu du drame, près de la Tour Eiffel, marche qui a réuni plusieurs centaines de personnes. La famille de Cédric Chouviat continue de demander justice pour la victime et la suspension des 4 policiers mis en cause. Cécile Olivier et Hortense Gérard ont recueilli le témoignage de Fatima Chouviat, la mère de Cédric Chouviat. Pour moi, c'est important pour la mémoire de mon fils. Ça va faire 1 an, donc il faut qu'on marque le coup. Il faut que la police, la justice, personne ne l'oublie. Parce que ce jour-là, il n'a rien fait. Il y a 1 an, il est arrivé pour un contrôle inopiné comme ça. Il s'est fait arrêter, il s'est retrouvé à sol et il en est mort. Nous, on a cette chance qu'il y a eu énormément de vidéos. Mon fils a tout filmé, plus toutes les autres personnes qui ont emmené toutes les vidéos. Si cette loi, elle passe, mais on n'a plus rien. On n'a plus rien pour nous défendre. Donc c'est pas possible, il ne faut pas qu'elle passe. Dans l'actualité également, nous sommes le 3 janvier, c'est un vrai temps d'hiver en France. Il a beaucoup neigé ces derniers jours et 84 départements sont actuellement en vigilance jaune, neige et verglas. C'est notamment le cas en Vendée ou dans les Côtes-d'Armor. Anthony Lebos. Il s'est réveillé sous la neige. Eric, l'auteur de cette vidéo, l'assure, il n'a jamais vu rien de tel depuis 2012. Direction la Vendée et la commune de Chaland, enneigée depuis le petit matin. Bah ça fait plaisir, ça fait longtemps. Ouais. Puis c'est beau de sortir sous la neige, j'adore ça. Oh bah je devais avoir 4 ans la première fois que j'ai dû en voir. Ici, ouais, j'étais toute petite. Hein. Au niveau des ronds-points, il faut faire preuve de prudence. Mais pas de panique, les saleuses étaient sorties depuis l'aube. Une couche de neige qui a recouvert la plage de Saint-Jean-de-Mont. Même léger manteau neigeux sur la plage des Mouettes. Un paysage qui a déjà charmé ce curieux pour une petite marche matinale. En Bretagne, premier flocon dans les Côtes-d'Armor et dans le Finistère notamment, ici à Morlaix. Quelques centimètres de neige qui ont surpris cet automobiliste. Alors attention sur les routes ce dimanche pour le retour des vacances. 84 départements sont en vigilance jaune, neige et verglas. Dans un instant, ne manquez pas Jean-Michel Blanquer, invité de Jean-Baptiste Boursier pour répondre notamment à la question du maintien de la rentrée scolaire en France malgré l'épidémie, contrairement à certains de nos voisins. Avant cela, prenez soin de vous. Bonne soirée sur BFM TV. Très bonne fin de journée.